Bonjour à tous, bienvenue à la une de l'actualité de ce début de semaine. Examen à grand tirage, session 2023, plus de 600 000 candidats à l'assaut du CEPE ce lundi. Le dossier de la rédaction de RTI2 nous conduira à 50 km de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, précisément à la réserve d'Abokwa-Mekro qui n'existe aujourd'hui que de nom. Voici pour le sommaire. Parlons éducation pour ouvrir cette édition. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tokone, a lancé officiellement ce lundi 5 juin 2023 à Botro, dans le centre de notre pays, la session 2023 des épreuves écrites de l'examen du CEPE, certificat d'études primaires élémentaires. Quelques 654 351 candidats, dont 332 666 garçons et 321 865 filles prennent part à cet examen, dont la proclamation des résultats est prévue pour le 20 juin prochain. Restons dans le centre de la Côte d'Ivoire avec le dossier de la rédaction. La réserve d'Abokwa-Mekro est née de la volonté de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour promouvoir le tourisme dans la région. Des animaux sont importés des autres parcs du pays et d'Afrique du Sud. Rapportant des devises, ce site faisait la fierté de la localité. Mais depuis avril 2002, la colère des populations riveraines est passée par là, emportant la clôture et toutes les autres infrastructures de l'espace. Depuis lors, la réserve n'existe que de nom. Et pourtant, elle peut apporter un plus au développement du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier. Théodore Zouzou, Gilles Tonien, Karamoko Lassana y ont fait une incursion. Voici donc leur reportage commenté par Alassane Drabo. Cette voie est celle qui fait le tour de la réserve de faune d'Abokwa-Mekro, village situé à 50 km au nord de Yamoussoukro, au centre du pays. Elle délimite cette zone, faite aire protégée par l'État ivoirien depuis 1993, en vue de développer le tourisme dans le district autonome de Yamoussoukro, selon une vision du premier président de la Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny. La présence de cette route n'est pas fortuite. Nous venons juste de dépasser le village d'Abokwa-Mekro. La voie sur laquelle nous sommes arrêtés, c'est la voie périmétrale, c'est-à-dire que la voie qui sépare la réserve de faune qui est juste derrière vous et la zone rurale. Sont interdites toutes les activités qui ne sont pas conformes à la gestion des ressources naturelles, notamment les défrichements agricoles, le braconnage, la pêche, l'orpaillage, etc. Donc il est strictement interdit de cultiver dans une réserve ou dans un parc. L'État a prévu une portion de terre appelée zone rurale pour les villages riverains afin de permettre à leur population de se nourrir sans recoloniser ni détruire cette biodiversité. Ce site d'une superficie de 20 430 hectares, dont 7 230 hectares aménagés avec une clôture amovible, est ouvert aux touristes. Avant 2002, des infrastructures servaient de guérites et de guichets pour faciliter la visite. Aujourd'hui, il ne reste rien de tous ces équipements. Cette partie fait partie des 7 230 hectares qui avaient été clôturés et enrichis en faune pour permettre le tour de vision. Malheureusement, le 19 avril 2002, une révolte des populations a occasionné la destruction de toute la clôture, toutes les infrastructures et la faune qui était dedans. Ce tour de vision qui avait décollé, qui fait fierté même de la région du Bélier, a pris fin et la faune qui était à l'intérieur de la réserve s'est retrouvée dans le domaine rural. Et elle s'est retrouvée aussi braconnée. Des champs de manioc, des bananiers et bien d'autres cultures sont visibles dans l'aire protégée. Certains habitants du village de Morokenkro, riverains à la réserve, donnent les raisons de l'exploitation agricole, dans la partie où ils sont interdits de cultiver ou faire d'autres exploitations à leur profit. On a été privés de notre terre et on n'a pas été dédommagés, tout ça là, on n'avait rien, on avait faim, tout ça là, c'est ce qui nous a révoltés. Et actuellement, là-bas on fait les champs pour pouvoir se nourrir. Il n'y a pas de zone rurale ici. 4 hectares du parc, même ça ne vaut même pas 4 hectares du parc. On n'a rien. On n'a même pas de parcelles sur lesquelles on doit manger. Contrairement aux populations de Morokenkro, celles des villages de Dibikro et de Tokore-Yaokro, également à la lisière de l'aire protégée, ne comptent pas agir à l'encontre de la loi. L'État a mis sa main sur la forêt qui est une non-réserve. À Blébo. On ne peut pas cultiver dans la réserve parce qu'on respecte les consignes de l'État. Tous les villages riverains plaident pour la mise en place d'activités génératrices de revenus
autres que les champs, afin que ses habitants soient moins dépendants des plantations. Il y a des élèves même qui sont allés, ils ne peuvent plus faire l'école, ils sont retournés, ils sont ici au village. Par manque de moyens, que nous demandons beaucoup pardon à l'État de nous aider ici, à construire des projets pour la jeunesse ici. C'est notre souhait. Les difficultés du parc ne se limitent pas qu'à ces défrichements agricoles. Les animaux composant la faune de cet espace tant visité ont fait l'objet de braconnages et les rares survivants causent d'énormes dégâts aux plantations des riverains. Les éléphants sortent là-bas pour venir gâter tout ce que nous on fait ici. C'est le reste de la clôture. C'est une clôture périmétrale de 40 km qui a été détruite par les populations riveraines. Ici, nous avons identifié 22 villages riverains. Mais au niveau de la zone aménagée, il y a 7 villages riverains. Donc les 7 villages, au 19 avril 2002, se sont concertés et ont attaqué les infrastructures de la réserve. Et ici, c'était un poste de surveillance des agents. Ça servait aussi de billetterie. Les bouviers, jusqu'à un passé récent, viennent avec leurs troupeaux occuper les lieux pour en faire un pâturage. Un deuxième type de pression, le pastoralisme ou l'élevage de bovins. On a des éleveurs qui sont introduits. En tout cas, pour le cas des éleveurs, comme nous avons pris le taureau par le corne, aujourd'hui, nous avons circonscrit ce phénomène-là à près de 90%. Et sous peu, nous allons nous attaquer au défrichement que vous allez rencontrer tout au long de la réserve. Il n'y a pas que cela. Depuis 2002, la voie périmétrale n'a plus connu de reprofilage. On y trouve des creux, des flaques d'eau et plusieurs autres obstacles. Difficile de circuler. Dans la réserve, les voies d'accès aux différents compartiments sont devenues de véritables pistes. Ces agents de l'État, à l'aide de leurs machettes, s'efforcent de nettoyer les pistes afin que les patrouilles des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves puissent se dérouler aisément. Très important parce que sans ouverture de route, la route se ferme et quand les visiteurs viennent, ils ne peuvent pas circuler facilement le parc. En dehors du cheptel animalier, aujourd'hui invisible ou introuvable, la réserve n'a rien perdu de sa sublime beauté. Zone de transit entre la savane arborée et la forêt du sud du Vébaoulé, elle se laisse admirer. Une sorte de savane laissant apparaître une disposition splendide de rogniers brandissant leurs palmes avec une fière allure. À ce décor s'ajoute le lac, construit pour les activités nautiques, bordé par une forêt-galerie qui s'est densifiée à certains endroits. L'air frais et naturel enlève toute envie aux personnes qui y mettent le pied de quitter ce lieu. Ces atouts amènent le responsable de la surveillance trouvé à Yamoussoukro à plaider pour la réhabilitation de ce site, chose qui faciliterait un tourisme de vision pendant la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2024. S'il y a un espace où on peut aller regarder la nature, les animaux en nature, c'est bien pour ceux qui vont venir en grand nombre pour suivre les matchs. Donc c'est un site qu'on doit réhabiliter et qui va permettre au temps pendant lesquels on ne va pas jouer des matchs, d'aller regarder et puis se récréer aussi. Au niveau de la réserve, on peut installer des restaurants, on peut installer des zones de pique-nique. Et dans le temps, lorsque l'activité touristique fonctionnait, il y avait des recettes touristiques qui pouvaient atteindre 70 millions par semaine. Donc nous demandons aujourd'hui à toute la bonne volonté de nous aider à réhabiliter cette aire protégée-là et l'activité touristique de la région de Yamoussoukro pourra bien se développer. Le colonel fait aussi des propositions pour que cette aire protégée puisse profiter aux villages riverains et à leur population. Ce qu'il faut, c'est de refaire la clôture et remettre les animaux qui étaient là. Et la gestion touristique qui va résulter de cette réhabilitation, la population doit être insérée, la population doit avoir leur part dans les recettes touristiques. Et c'est grâce à cela qu'on pourra remettre sur cette réserve-là. Tant que la population ne trouve pas leur compte, on ne pourra pas reprendre l'activité touristique. La réserve de faune d'Abo Kwamekro
n'existe que de nom aujourd'hui. Sa réhabilitation peut être source d'emploi pour les jeunes des villages riverains. Elle peut également apporter des devises et rehausser l'activité touristique dans la région. Ce lundi 5 juin 2023 marque la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, dirigée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et célébrée tous les ans depuis 1973. Cet événement est devenu la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation à l'environnement. Elle est organisée en Côte d'Ivoire en partenariat avec les Pays-Bas et son thème cette année est axé sur les solutions à la pollution plastique dans le cadre de la campagne Combattre la pollution plastique pour rappeler que les actions individuelles contre la pollution plastique sont déterminantes. Et puis les mères ont été célébrées hier en cette journée en l'honneur des mamans. La rédaction de RTI2 a rencontré Aïdara Fanta, âgée de 53 ans et veuve avec 10 enfants. Elle s'est mariée très jeune, à l'âge de 14 ans, et a eu 15 enfants de cette union par la suite. 5 d'entre eux ont malheureusement perdu la vue. La suite de cette émouvante histoire dans ce reportage commenté par Alassane Parguin-Drabo. Commune d'Anyama, quartier Palmeret. C'est ici que vit Fanta Aïdara, veuve et auparavant mère de 15 enfants. Aujourd'hui, il n'en reste que 10 et 7 d'entre eux vivent encore à ses côtés. Cette fertilité, Fanta l'explique par l'usage de médicaments. Et depuis, tous les 2 ans, 2 mois, c'est une nouvelle grossesse qui s'annonce. Avant, je ne faisais pas enfant. Il y a un vieux qui m'a fait une canarie. Quand il a fini de boire le canari, 2 ans, 2 mois, il fait enfant. 2 ans, 2 mois. Je suis mariée en 84. J'avais 14 ans. Si la fertilité a souri à Fanta, les moyens financiers pour s'occuper de ses enfants, par contre, font défaut. Après la mort de son mari, elle a dû faire face à une multitude de difficultés. Quand il a fait les 15 enfants, c'est ça, mon mari est décédé. Mais quand il est décédé, c'est 10 qui étaient là. Il avait des biens, mais il a donné les biens à ses parents. La construction qu'il a fait, c'était à Yamsokro. Il a construit, nous-mêmes, on était là. Moi, j'étais à Abidjan ici, j'étais à côté de maman. On a déménagé là-bas. Quand on a déménagé, ils ont vendu le terrain à 15 personnes. Les parents de mon mari, ils disent qu'ils n'ont pas la moyenne. Donc, j'ai démarré la route. Ils n'ont qu'à me laisser. Comme je suis avec les enfants ici, il est venu vendre un peu. Une fois à Abidjan, la pauvreté se fait sentir. Conséquence directe, la déscolarisation de la majorité de ses enfants. Une seule fréquente encore l'école. Mais là encore, les conditions ne sont pas toujours réunies. C'est pas facile pour moi de partir à l'école des matins. Je marche pour partir avec mes camarades. Cette année, je n'arrive pas à suivre les cours normalement. Parce que mes fournitures ne sont pas accomplies. L'année terminée, ça a été vraiment très difficile pour moi. Si l'année prochaine, ça pourrait bien se passer. Les autres se sont résignés à apprendre un métier. Ils passent souvent prendre des nouvelles de leur mère, comme c'est le cas ce jour à l'occasion de la fête des mères. C'est avec les bras chargés de présents qu'ils lui rendent visite. Merci. Merci. Quand mon papa n'était plus là, bon, en ce moment, il avait déjà permis. Donc, je me débrouillais un peu avec mon oncle, quand après moi, j'ai commencé à rouler. Donc, ici, chauffeur de camion, mais en ce moment, ça ne va pas. Bon, c'est moi-même qui m'occupais de la famille, mais aujourd'hui, sincèrement, dit ça ne va pas. La voiture qui roulait, en ce moment, elle est au garage. L'instant est joyeux, mais Fanta devra vite revenir à la réalité. Elle et sa fratrie sont aujourd'hui menacées par une expulsion de leur domicile, car incapables de payer le loyer. Terminons cette édition avec ces 2 bonnes nouvelles pour le sport ivoirien. D'abord en athlétisme, grosse performance de Marie-Josée Talou lors du mémorial Janusz Kisowski. La sprinteuse a fait sensation hier à Chorzów en Pologne à l'occasion du premier des 3 grands événements organisés en Silésie cet été et comptant pour le World Continental Tour. En effet, l'Ivoirienne a décroché la médaille d'or en survolant la finale du 100 mètres.
Enfin, en taekwondo, Cissé Cheikh Salah est le nouveau champion du monde de sa catégorie, 87 kg, depuis hier. Il a battu à Bakou, en Azerbaïdjan, en demi-finale, le Croate Pasko Bosic, avant de s'imposer en finale face au Mexicain Carlos Sansores. À cette compétition, la Côte d'Ivoire a aligné 9 combattants, parmi lesquels Ruth Bagui, qui a décroché, quant à elle, la médaille de bronze dans sa catégorie. Des notes heureuses sur lesquelles nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début d'après-midi sur RTI2.